penser déstresser la femme. Et déstresser la femme, par exemple, je prends quelques éléments, il y en a plusieurs. Nous allons, par exemple, légaliser la polyandrie. Épouses, filles, sœurs, elles sont mortes souvent dans ce qui aurait dû être leur espace le plus sûr, leur foyer. Depuis le 1er janvier 2026, près de 62 femmes auraient perdu la vie au Cameroun des suites de violences conjugales. Derrière ce chiffre glaçant, ce sont 62 vies brisées, des familles endeuillées et une même question qui devient impossible à esquiver. Combien faudra-t-il encore de victimes pour que les violences faites aux femmes soient traitées comme une urgence nationale? Le féminicide n'est pas toujours un coup de folie isolé. Il peut être l'aboutissement d'une succession de violences, de menaces, d'humiliations, de coups, d'emprise et harcèlement, parfois signalés bien avant le passage à l'irréparable. Alors, où se trouve la faille? Dans la prévention, dans la protection des victimes, dans la réponse judiciaire, dans les mentalités et surtout, que fait concrètement la société camerounaise pour empêcher qu'une femme victime de violence ne devienne demain une nouvelle statistique? Un autre équinoxoire sur les féminicides, non pas pour compter les mortes, mais pour comprendre pourquoi elles meurent et surtout comment les empêcher de mourir. Féminicide, le Cameroun face à une urgence nationale, c'est une interrogation, madame, monsieur, c'est le fait du jour. À partir de ce moment, parce que c'est de trop. À partir de ce moment, nous attendons aujourd'hui que l'État passe à l'action. C'est-à-dire qu'on nous sorte une loi. La prochaine assemblée, c'est mars, je crois. Quelque chose comme ça. Qu'on nous sorte une loi. Novembre, je pense que c'est pour les budgétaires. C'est budgétaire, session budgétaire, oui. On ne peut pas parler de ça. Mars. Qu'en mars, qu'on nous dise, voici la loi qui est déjà sortie. C'est ce que nous attendons des parlementaires. Nous avons ces femmes représentées au niveau du Parlement. Il y a des députés qui, depuis qu'elles sont élues là-bas, elles ne se sont jamais levées. Ne serait-ce que pour parler. C'est l'occasion pour elles de parler. Attendez, vous dites elles ne sont jamais levées pour qu'on entende leur voix. C'est-à-dire se tenir devant leur perche là. Il n'y a pas la discipline du parti? Est-ce que c'est une question de discipline? C'est un appel. Je ne parle pas. À l'Assemblée, il y a les députés de l'opposition aussi. Hein. Oui. Elles sont femmes aussi. Justement. J'en connais. Donc je parle de toutes députées femmes. Ouais. Donc je ne parle pas seulement des députés RDPC. Toutes députées femmes, vous êtes concernées. Vous devez vous lever. Parce que ça commence d'abord par là. C'est vous qui nous représentez à l'Assemblée nationale. Et j'insiste là-dessus. Ce n'est pas une question politique. C'est aussi une question de société. Alors, toutes vous êtes appelées à le faire. Deuxièmement, les parents à la maison. L'éducation. L'éducation, la cellule familiale, c'est très important. On ne peut pas éduquer des violents. Quand on parle d'éducation, ça veut dire que c'est des hommes qu'on éduque et des femmes qu'on éduque. Alors, je ne peux jamais accepter qu'une femme manque de respect à son homme. Je ne peux pas aussi demander aux femmes de quitter les foyers parce qu'elles ont des ambitions, je ne sais pas. Mais je dis, non, je ne peux pas. Elles font ça? Mais je dis aux femmes de respecter leurs hommes et de ne pas subir les violences qu'on leur fait. Ça, c'est mon message aujourd'hui. Si vous êtes dans un foyer et que vous subissez, autant mieux avoir la paix étant célibataire. Parce que si vous avez encore des enfants, ça encore c'est plus grave. On appelle cela la responsabilité parentale. Et quand vous êtes parent, vous devez aussi penser à vos enfants. Si vous n'êtes plus là aujourd'hui, ce sont vos enfants qui vont souffrir demain. Alors ça ne sert à rien de dire que je vais mourir pour mes enfants. Non, ce n'est pas de cette mort-là qu'on demande de mourir pour les enfants. Il faut aller chercher une autre mort, pas celle-là. S'il y a de la violence, il faut dénoncer. Il faut partir de là. Aujourd'hui, nous avons vécu dans une société patriarcale. Et cette société nous a amenés à plusieurs reprises à se taire face aux violences, face aux exacerbations que les gens subissent, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. C'est tout à fait, encore de l'homme même, c'est pire, vous le disiez tout à l'heure, l'homme a tellement peur de dire, de parler, de peur qu'on... Ça c'est vrai. Mais c'est la femme qui est le sexe faible qui subit plus. Et ça, les statistiques l'ont prouvé. Les femmes doivent se protéger. On dit au gouvernement de protéger les femmes, mais les femmes aussi doivent se protéger. Une femme, tu ne connais pas un homme. Tu quittes d'une ville à une autre, tu pars retrouver cet homme. Tu ne sais pas ce qu'il est, ce qu'il fait. On dit le dehors est mauvais. C'est comme si quand on disait le dehors est mauvais, là, c'est pour les gens qui sont dedans qu'on disait. Et pourtant, toi qui es dehors, ça ne te dit rien. Les femmes doivent elles-mêmes se protéger. Tu ne peux pas aller dans un hôtel avec quelqu'un que tu ne connais pas, qui a 2 cernis. Vous discutez de quoi? Des affaires. Quelle affaire? Aujourd'hui au Cameroun, à cause de la pauvreté, tout le monde est devenu affairiste. Affaire, quelle affaire? Il s'agit de quoi? C'est dans ces affaires-là qu'on vend les êtres humains.
C'est dans ces affaires qu'on vend les enfants. C'est dans ces affaires qu'on tue les gens. C'est dans ces affaires qu'on fait des trafics d'organes. Nous le savons très bien. Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, la violence est déclenchée dans la rue. Imaginez-vous, chacun, on dit en langue de la rue, en langage de la rue, que les gens ont les nerfs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Quelqu'un a ses soucis, on marche, même moi il m'arrive de parler en route, de marcher en parlant. Non, pas vous, pardon. Non, pas vous. Pas vous, Fatoumata. Non. Merci, Fatoumata. Merci. Ce n'est pas fini. Mais, je dis, tellement les gens sont en colère contre leurs conditions de vie qu'ils deviennent irritables à moindre. Alors, il faut savoir vraiment prendre les choses pas à la légère, mais avec beaucoup d'attention. Il ne faut pas se laisser aller dans certaines discussions. Il ne faut pas se laisser aller à la merci des violences. Moi, je pense que les femmes devraient faire plus attention. Ok. Voilà, Christelle Akamara, on a souvent vu ces femmes-là qui, malgré le fait qu'elles soient battues, elles restent face à leur bourreau, sont avec leur bourreau, et elles restent des choses. Ça montre véritablement qu'il y a aujourd'hui une culture qui vise davantage à inculquer ces différentes valeurs, notamment aux différents enfants. Ça, c'est le facteur social. Maintenant, si on rentre dans la dimension culturelle de la socialisation, on constaterait que, et Fatima tout le levait tout à l'heure, savoir que la société camerounaise, qui est essentiellement patriarcale, contribue davantage à faire de la femme une sorte d'objet ou bien une sorte de propriété. Solafight conçu pour les entreprises africaines. Excel, QuickBooks, Sage, Odoo, vous avez maintenant le choix. Mais votre logiciel d'antan correspond-il vraiment à la façon dont votre entreprise fonctionne? Solafight est conçu autour de la comptabilité OADA. Enregistrez vos transactions quotidiennes et gardez vos comptes organisés au sein d'un système conforme à l'OADA. Et le moment venu, générez vos rapports fiscaux et financiers annuels, y compris la DSF, directement à partir de vos données comptables, en quelques clics seulement. Moins de travail manuel, moins de répétitions, mais Solafight, c'est plus que de la comptabilité. Elle gère les ventes, le point de vente, les stocks, les achats, les clients et fournisseurs, la caisse et la banque, les ressources humaines et la paye, le tout connecté dans un seul système. Que vous dirigez une pharmacie, un restaurant, une boutique, une entreprise de distribution, un établissement d'enseignement supérieur, une ONG ou un cabinet professionnel, Solafight réunit vos opérations et votre comptabilité. Accédez à votre entreprise depuis votre ordinateur ou votre téléphone. Obtenez les informations dont vous avez besoin. Utilisez l'IA là où elle apporte une réelle valeur et comprenez votre entreprise sans toujours dépendre d'un comptable pour vous expliquer les chiffres. Vous n'avez pas besoin d'un logiciel conçu pour l'entreprise de quelqu'un d'autre. Vous avez besoin d'un logiciel conçu pour la vôtre. Rejoignez les entreprises qui utilisent déjà Solafight. Comptabilité OADA, gestion d'entreprise, un système connecté. Visitez solafightonline.com ou appelez-nous à WhatsApp au 237 676 01 50 90. De la gente masculine. Et lorsque l'on voit justement ce type de rapport de force, ça montre véritablement qu'il est question aujourd'hui de créer justement cette superposition entre les hommes et les femmes. Maintenant, si l'on questionne aujourd'hui la dimension économique de ces différents rapports, on va mettre en vitrine la valeur marchande des relations entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où il y a la question relative à la précarité financière et matérielle, il y a également une question qui vise davantage à créer cette dépendance féminine. Et aujourd'hui, les femmes qui ne sont pas généralement autonomes ont justement ces problèmes-là qui sont rencontrés au quotidien, à savoir que, parce que vous êtes justement dans un besoin, le rapport qui vous lie justement à un homme vous amène davantage à créer ce lien de dépendance, au point où lorsqu'il y a, par exemple, une tension conjugale ou bien un conflit conjugal, c'est vous qui êtes justement en posture défavorable et par conséquent vulnérable. Maintenant, si l'on interroge aussi la dimension judiciaire, et c'est ce sur quoi je voudrais tout à l'heure que Maître insiste, parce que vous allez constater qu'aujourd'hui, le mot féminicide n'existe pas dans le code pénal camerounais, parce que ça participe justement des
des nouvelles technologies qui rentrent justement dans la dimension juridique. Il faut nécessairement et impérativement que l'on intègre le mot féminicide dans le code pénal camerounais de manière que l'on puisse y assortir des sanctions pécuniaires qui sont lourdes, coercitives et dissuasives, de manière que l'on puisse davantage créer ce schéma-là visant davantage à dissuader les hommes qui ne vont plus justement commettre cela. Or, aujourd'hui, vous constaterez que le mot féminicide n'existe plus. Donc, il faut impérativement criminaliser les féminicides au Cameroun. Il faut également aujourd'hui jeter un regard critique notamment sur ces magistrats qui sont chargés justement d'appliquer les sanctions pénales à l'endroit justement de ces auteurs de violences conjugales, ces auteurs des violences physiques et sexistes ou encore des violences basées sur le genre. Parce qu'on note que les procès qui sont notamment consécutifs aux violences basées sur le genre s'éternisent et sont parfois aboutissent notamment à des procès à des classements sans suite. Parce que justement, il y a un ensemble de phénomènes que l'on dénonce, à savoir à travers la corruption, à travers les réseaux d'influence qui pullulent notamment dans le milieu judiciaire. Lorsqu'il y a donc cette corruption-là et ces réseaux d'influence, par conséquent, des victimes sont aujourd'hui découragées, ils sont démoralisés, de manière à ne plus justement porter plainte. Maintenant, il faut insister également sur la dimension institutionnelle. Et c'est pour cela que tout à l'heure, Christy également questionnait ce que fait fondamentalement le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Parce que on voit aujourd'hui la courbe croissante de ces féminicides. Mais on ne sait même pas le bilan qui est fait par le département ministériel en charge de la promotion de l'enfant et de la famille par rapport notamment aux femmes qui ont été victimes de ces violences. On ne voit pas par exemple le bilan de ces femmes qui ont été victimes de violences et qui ont bénéficié notamment d'une assistance juridique, sociale ou bien psychologique. On ne voit pas de bilan en termes des actes concrets qui sont faits en rapport avec des femmes qui sont par exemple menacées. Parce que la première étape, c'est la femme qui est menacée. La femme qui est menacée devrait trouver nécessairement un abri. Ça peut être dans des structures d'accueil qui leur permettent davantage d'être justement encadrés psychologiquement, socialement. Mais où sont ces structures d'accueil? Est-ce que ce ministère peut nous présenter aujourd'hui l'ensemble des structures d'accueil qui existent notamment dans les différentes régions camerounaises et de manière à savoir quel est le nombre de femmes victimes par exemple de violences, de menaces? Parce qu'il y a non seulement la violence psychologique, il y a la violence physique, il y a la violence sexiste, il y a la violence culturelle entre autres. Est-ce qu'on peut répéter aujourd'hui la typologie d'un ensemble de violences dont sont victimes des femmes et qui bénéficient aujourd'hui d'une assistance sociale, psychologique et judiciaire de ce département ministériel? C'est ce bilan-là que l'on veut justement savoir. C'est vrai qu'aujourd'hui elle est intervenue parce que nous avons eu vent d'une déclaration qui a été faite par Madame le ministre qui parlait justement d'un projet de loi qui devrait être justement déposé au Parlement pour traiter des questions de violence basées sur le genre. Mais est-ce qu'on doit encore être au niveau du projet de loi? C'est la question que l'on se pose. Voilà, maître, la loi va arriver, disons peut-être en mars. Je pense on que le suppose. Mais d'ici mars. Les ONG dans ce sens ont déjà travaillé. Parce qu'on demande de plus en plus aux femmes de dénoncer, aux femmes de quitter des foyers où les violences sévissent. Je pense que les ONG travaillent beaucoup, ont déjà travaillé sur ce plan-là. Et le gouvernement, je ne sais pas pour l'instant... Quel est l'impact donc de ce travail, puisque ça continue, non? L'impact de ce travail, c'est tout simplement que les femmes, de plus en plus, s'affirment. Elles savent qu'il faut qu'elles fassent quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Elles ne doivent plus être dépendantes. C'est ça le problème. Le premier problème, c'est la dépendance. Et quand une femme se prend déjà en charge, quand elle sait qu'elle doit faire son petit commerce pour s'en sortir, du coup, elle va quand même avoir un droit à la parole. Quand vous ne pouvez pas supporter toutes les charges, alors vous me donnez aussi le droit à la parole. C'est aussi simple que ça. Si vous n'arrivez pas à me donner ce droit à la parole, alors nos routes se séparent. Parce que un foyer où il n'y a pas le droit à la parole, ça finit toujours par ces violences, par ces féminicides. Parlons aussi de ces hommes-là qui subissent effectivement les violences des femmes aussi. On voit les hommes quitter même le foyer parce qu'il y a ces problèmes de violence et autres. Mais maintenant, qu'est-ce que l'État peut faire en attendant? L'État ne peut que d'abord incarcérer ces gens. Parce qu'il ne suffit pas d'arrêter quelqu'un, un mois après on le relâche. Non, il faut qu'ils subissent. Il faut qu'il y ait quand même une peine aussi grande en attendant, pas seulement à l'amende, une perte de vie. Est-ce qu'elle vaut de l'argent? Non, c'est plus que de l'argent. Elle ne vaut pas seulement de l'argent, elle vaut de l'or. Donc, on ne peut pas dire qu'on tue quelqu'un et tout ce qu'on attend, c'est que le monsieur aille payer l'amende et puis qu'il sorte. Ça, c'est trop petit. Je pense qu'il faudrait sensibiliser de plus en plus. Arrêter ces gens qui commettent ces violences. Les incarcérer. Et faire vite parce que nous avons besoin de ces actions pour continuer la sensibilisation.
On n'est plus au niveau de la sensibilisation. On n'est plus au niveau de proposer les lois, d'attendre que les partis proposent les lois. On n'est plus à ce niveau. On est au niveau de l'action immédiate. Et c'est ça que je dis. Je dis, les choses peuvent changer. Si les femmes se mettent dans la rue, si les femmes sortent et disent non à cette violence, je pense que le président va quand même prêter une oreille sensible à cela. Parce que les femmes doivent descendre dans la rue. Les gens qui peuvent changer les situations, nous l'avons constaté, ce sont les femmes. Alors les femmes peuvent revendiquer leurs droits. Descendre dans la rue. Mais on peut descendre dans la rue d'une façon civilisée. On peut descendre il y a des façons qui sont possibles. Bien sûr, bien sûr. On ne dit, non, on ne descend pas dans la rue pour casser, mais on peut manifester de façon civilisée, pacifique. Donc, on ne dit pas qu'il faut aller casser. Non, on n'est pas dans ça. Nous, on veut un changement. Que le président est celui qui peut le plus. Il peut ne pas attendre. Et par décret, il sort quelque chose pour protéger la femme. Donc, c'est tellement grave que nous appelons la première dame à prêter aussi une oreille attentive. Elle aussi, elle peut nous aider dans ce sens. Parce que les femmes meurent tous les jours. Tous les jours. Et on ne veut pas les sensibilisations. C'est fini, c'est bon. On a déjà sensibilisé les femmes. On a déjà proposé ces lois-là. Ça fait quand même 18 ans ou 17 ans de ministère. On pouvait faire ces propositions-là depuis. Je pense qu'il y a quelques mois. Le problème de votre point de vue, c'est le ministre? Il y a quelques mois, ce n'est pas le ministre. Mais je dis. Parce que vous placez le nombre d'années qu'elle a passé là-bas. Mais il faut qu'elle propose. Il faut qu'elle... Moi, je l'ai vu vraiment soulever le trophée des Lions. J'aimerais bien qu'elle soulève aussi le trophée du féminicide. C'est ça? Féminicide, voilà. J'aimerais bien qu'elle soulève ce trophée. Et ça me ferait plaisir. Ça me fera vraiment plaisir parce que voilà une femme qui a combattu pour les femmes. Et on ne cesserait de dire merci. Ça, c'est très, très important. Donc, ce n'est pas une question de longévité au poste. Non, je dis, ça a trop traîné. Il faut qu'on sorte du lot. Et c'est ça mon message aujourd'hui. Je ne voudrais pas que les gens entrent dans l'amalgame, c'est la responsabilité de tel, c'est la responsabilité. Non, c'est la responsabilité de toute une société. Aujourd'hui, vous avez les dirigeants religieux qui sont autant violents que ces gens. Quand ils font leur prédication, vous sentez la violence dans leur... La femme doit être soumise, la femme doit être la femme. La femme n'a pas droit à la parole. La femme doit supporter la polygamie. Ils s'arrangent à ce que la femme subisse. Et c'est parce que la femme subit dans ce contexte-là que ça se répercute dans la réalité. Je dis les dirigeants religieux, qu'ils soient, quelle que soit l'obédience, je ne les cite pas, mais je dis les dirigeants religieux. Nous avons ces chefs traditionnels qui, à l'époque, jouaient aussi leur rôle. Je pense de plus en plus, peut-être, n'en jouent plus. Les chefs traditionnels, quand on va devant eux avec les plaintes, il y a le tribunal coutumier et tout, je pense que la majorité... Il donnait raison à la femme. Moi, je peux citer le cas d'un Lamido. J'en ai entendu parler, celui de Garoua. Il suffisait que tu apportes cette plainte devant lui. Il te rendait justice. Claire, il ne riait pas avec. Et ça, je me dis quand même que si ces chefs religieux la s'unissaient dans ce sens, les choses devaient changer. Maintenant, dans les centres-villes, où ils ne sont pas si présents que ça, les autorités sont plutôt présentes. Je pense que les autorités devraient de plus en plus se pencher vers là. Et je félicite le préfet du Fundi qui s'est dépêché sur les lieux pour constater. Ça, c'est une première et vraiment félicitations. Oui. Et voilà, il s'est indigné de la situation. Et je pense qu'au fur et à mesure, on va vers une solution. Nous tendons vers une solution. C'est pourquoi nous disons, il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. Les femmes, nous devons faire entendre nos voix. Quand les femmes prennent les choses et les choses s'arrangent, alors prenons ça en main, je pense que ça irait. Voilà. D'être finalement, d'aller reconstruire notre foyer conjugal. Donc il y a cette situation-là qui est mise en vitrine. Mais il faut également aussi relever aujourd'hui un problème de fond au niveau même de l'environnement familial. Parce qu'il y a une question éducative qu'il faut également questionner. Lorsqu'on voit aujourd'hui certains parents qui sont confrontés à une situation d'irresponsabilité, parce que vous savez aujourd'hui qu'il y a par exemple certains enfants qui ne sont pas davantage éduqués par les parents, mais qui sont beaucoup plus éduqués par d'autres relais de socialisation tels que les médias, tels que les réseaux sociaux, encore tels que les groupes de paix, les groupes de référence. Ça pose un problème de fond, parce que peut-être les parents sont occupés à leur tâche professionnelle, et donc il y a cette situation-là. Lorsqu'aujourd'hui vous voyez davantage
Parce qu'il y a des images que l'on peut davantage relever. Si aujourd'hui, le gouvernement camerounais qui est chargé davantage d'appliquer un ensemble de solutions coercitives, normatives en rapport avec ce phénomène ne le fait pas, on a l'impression que le gouvernement délaisse par exemple les parents et les parents délaissent les enfants et tout le monde est à la merci d'un ensemble de défis sociaux qui sont justement présentés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant justement de ces problèmes de féminicide, que ce soit des familles qui vivent cela dans leur chair. Parce que effectivement, lorsque les enfants vivent par exemple comment leur mère a été justement assassinée, ça pose un problème de fond. C'est ça qui va vous davantage, il y aura un impact sociologique, psychologique et social sur votre manière d'être. Vous êtes traumatisé à vie, vous subissez un stress permanent. Lorsqu'il y a ce phénomène-là, les familles sont au courant, la société civile est au courant, les hommes politiques et autres. Moi, je regrette par exemple aujourd'hui qu'au Parlement, qui n'est pas, je sais par exemple que le SDF va travailler notamment sur un projet, une proposition de loi visant davantage à criminaliser les féminicides. Mais jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été justement validé. Vous savez bien que les propositions de loi, lorsque c'est l'émanation justement des députés, c'est pas toujours évident que ça puisse rencontrer l'assentiment de l'ensemble des députés. Donc il y a ce problème-là. Je pense qu'il faut véritablement qu'il y ait une volonté politique, de manière que l'on puisse justement lutter contre ces féminicides. Il faut également aujourd'hui que l'on puisse davantage travailler à ce que l'ensemble des institutions, on relevait tout à l'heure la situation du ministère de la promotion de la femme et de la famille, qui n'est pas d'ailleurs seul, notamment dans ce giron, il y a le ministère des Affaires sociales qui doit également travailler à cet effet. Il y a des organisations nationales et internationales de défense des droits humains qui travaillent à cet effet-là. Mais aujourd'hui, ce que l'on ne voit pas aujourd'hui, si aujourd'hui une femme, par exemple, victime de violence, à qui doit-elle s'adresser concrètement? Même cette dynamique de communication, on ne voit pas. Parce qu'il faudrait aujourd'hui que les femmes sachent que si vous êtes victime, par exemple, d'une forme de violence culturelle, ou bien sociale, ou bien sexiste, ou bien psychologique, vous allez vous adresser à qui? À quelle structure d'accueil? Pour justement bénéficier au moins d'un encadrement en termes d'abri. Si vous êtes victime, par exemple, vous dites? Le commissariat le prévoit sur la gendarmerie. Il y a un numéro 116 qui ne passe jamais la nuit. Voilà. Lorsqu'on parle, par exemple, d'un numéro, Oui, on y faut, par exemple, un numéro auquel on doit appeler et qui ne passe pas. La nuit, ça ne passe Ça veut dire pas. que- parce que le point de départ, c'est Pourquoi à on ce parle niveau-là. même de numéro sans vous couper, docteur? Pourquoi on parle de numéro? Même les voisins, aujourd'hui, quand ils entendent les bruits entre mari et femme, ils disent non, c'est entre eux. Ils doivent C'est entre être eux, ils doivent interpellés être- aussi pour non assistante de personnes en danger. Voilà, on doit aussi interpeller ces gens. On doit les interpeller parce que vous ne pouvez pas voir comment tuer quelqu'un, vous êtes là, vous dites que non, c'est entre eux là-bas. C'est entre eux comment? C'est entre eux comment? Effectivement, à ce niveau-là, vous constatez qu'il y a certains problèmes de violence. Où des individus considèrent que ce sont des affaires privées, alors qu'en réalité, ça devrait Ça vraiment jamais être interpellé. il y a même une évolution, entre guillemets. Il y en a qui passent le temps à filmer la scène. Bien sûr. Là encore, C'est grave. quelque chose qu'il faut décrire parce qu'on est là dans un niveau de déshumanisation de la société. C'est-à-dire que le premier réflexe devrait être l'assistance d'une personne qui est en danger. Mais lorsque vous mettez d'abord à filmer pour scénariser, pour médiatiser, ça veut dire que vous-même, on a l'impression qu'il y a un problème de santé mentale. Parce qu'en réalité, c'est ce qui devrait vous interpeller au premier chef, c'est de sortir de la personne qui est justement dans une situation de vulnérabilité, de la sortir dans une situation de vulnérabilité ou bien de violence. Lorsque vous mettez à filmer, ça veut dire que ça nous intéresse, parce que ce qui vous intéresse davantage, c'est le scoop sur les réseaux sociaux, le buzz et autres, alors qu'en réalité. Donc ça questionne aujourd'hui le niveau de déshumanisation que la société camerounaise a atteint, parce qu'en réalité, on a l'impression que véritablement, les individus ne se rendent pas compte de l'ampleur du phénomène qui est en train justement de se dérouler, parce qu'aujourd'hui on est déjà à 141 en 2026 des cas de féminicide. Je pense que ça devait interpeller l'ensemble des catégories de la société, enfants, jeunes, personnes de troisième âge, les personnes matures et autres, parce qu'en réalité, il y a véritablement un guise rouge. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il va falloir véritablement que des solutions importantes soient justement relevées. Si aujourd'hui, par exemple, le Parlement ne bouge pas, parce que c'est au Parlement qu'on doit justement valider ces propositions de loi. Mais s'il y a des blocages à ce niveau-là, comment va-t-on aboutir, par exemple, à l'implémentation ou bien à l'adoption d'une proposition de loi visant davantage à criminaliser les féminicides? Si aujourd'hui, les juristes ou bien on ne participe pas davantage à la réforme du code pénal camerounais, de manière à insérer justement le mot féminicide et à y trouver des sanctions permettant davantage de criminaliser ce phénomène à travers des sanctions dissuasives, coercitives et qui pourraient être lourdes à l'encontre justement des auteurs de violence, on ne ferait pas, ça pourrait davantage à permettre justement de résoudre le problème. Si aujourd'hui, on n'arrive pas davantage à trouver des mécanismes permettant davantage d'encadrer ces différentes femmes qui sont victimes de violence, parce qu'après la violence, il y a également un processus qui doit suivre à travers l'encadrement de ces femmes, notamment à travers une assistance juridique, psychologique et sociale. Si aujourd'hui on n'a pas de mécanismes permettant davantage d'interpeller les auteurs de violence et de les sanctionner systématiquement à travers justement des cas qui sont justement publiés, ça va toujours poser un problème. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, c'est toute la société qui est carrément interpellée et il va falloir véritablement que chacun justement apporte sa pierre, apporte sa contribution à cet édifice-là. Maître Daniel Pénéer. Dans le sens où la masculinité ne se fait pas savoir par la violence. Il faut savoir respecter la femme. Même quand on est en désaccord avec elle,
beaucoup d'hommes ne savent plus le faire. Un homme qui rappelle à la femme chaque fois qu'il est le chef, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui manque. Il n'est pas un homme. Soit il est un homme avec petit h. Je suis désolée, ça peut heurter, mais c'est la vérité. Les hommes aujourd'hui doivent être sensibilisés. Vous voyez comment les hommes cherchent absolument à ce que la femme dépende d'eux. C'est terrible. Mais il suffit simplement d'avoir ton autonomie et tu vas entendre de gauche à droite, ah c'est une rebelle, ah c'est ceci, c'est là. Ah, parfois celui-là n'arrive même pas à s'assumer, mais il dit qu'il veut assumer une femme. Il faut déjà éduquer les hommes à assumer les femmes. Ils doivent savoir que quand ils prennent les enfants d'autrui, c'est pour les assumer et pour les garder tels que leurs parents aussi ont fait. Mais aujourd'hui, les hommes de plus en plus se livrent à ces violences parce qu'au fait, ils n'arrivent plus à assumer. Assumer sur tous les plans. Je ne parle pas seulement du plan financier, je ne parle pas du plan physique et seulement du plan physique, je ne parle pas seulement du plan intellectuel, je parle de tous les plans. Il y a ces hommes qui sont à la traîne aujourd'hui et lorsque la femme est plus éveillée, ça cause des problèmes. Ok. Voilà. Christian Lakamara, est-ce qu'il faut Oui, dans ce moment-ci? c'est une crise profonde. Ça questionne davantage le fonctionnement de la société parce qu'il y a aujourd'hui la généralisation de la culture de la violence qu'il faut davantage mettre en parallèle et voir dans quelle mesure on peut justement remédier à cela. Et cette culture de la violence qui existe aussi bien dans des familles, dans des médias, dans les entreprises, dans les écoles et autres. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que chacun se questionne sur la dimension de la santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pulsions, des émotions qu'on n'arrive pas davantage à gérer de manière à pouvoir succomber à un ensemble de comportements catégoriques et intolérables. Il faut véritablement que chacun, justement, puisse faire une introspection, voir dans quelle mesure on peut en attribuer et pouvoir rectifier le tir. Parce qu'en réalité, et la base, c'est au niveau de la famille. Si justement, au niveau de la famille, il y a déjà des faux pas qui sont constatés, ça risque justement de se répercuter dans d'autres strates éducatives, de manière que l'homme peut davantage réfléchir plus là. Donc il faut aujourd'hui interpeller les principaux agents de socialisation que sont nos parents, de manière à pouvoir revenir à ces valeurs cardinales qui ont régenté nos différentes sociétés. Merci beaucoup, monsieur. Merci. On ne peut pas dire qu'on oublie. On n'oublie pas. Peut-être c'est des cas qui ne sont pas dévoilés, mais pas de l'oubli quand même, je ne pense pas. Parce que derrière ce phénomène... Parce que j'ai parlé en introduction des statistiques. On a dit, bon, il y a eu le cas de Fouda hier, voilà, ainsi de suite. On me compte, ça fait 141 victimes, après le 142e, ainsi de suite. Après, on rentre dans l'oubli. Où est la mobilisation des femmes? C'est pas un oubli parce que nos familles sont détruites. Parce qu'il y a des enfants qui vivent des traumatismes. Ça ne peut saurait être l'oubli. C'est pourquoi je dis ici, j'appelle les ministres des Affaires sociales, de la condition féminine, les députés, les parlementaires femmes, sénatrices et autres, même les mères, il y en a beaucoup. Donc elles aussi, elles doivent s'associer. C'est même elles les porteuses. Elles doivent être les porteuses de cette revendication. C'est pas de l'oubli. Je pense qu'il faudrait mettre un accent. Et si je peux me le permettre, je pense que ça doit être même l'objet de leur campagne les mois prochains. Parce qu'une mère qui ne saurait défendre la famille, qui ne saurait défendre la femme, qui ne saurait défendre, on ne devait pas la porter. Ça, franchement, il faut apprendre déjà à nous défendre. Les hommes sont là, les hommes ne peuvent pas savoir tout ce dont nous avons besoin. Ils ne sont pas au courant. Mais nous savons ce que nous voulons. Quel avenir meilleur nous voulons pour nos enfants? Quel avenir meilleur nous voulons pour nous, jeunes et femmes? Quel avenir meilleur nous voulons pour notre société? C'est très, très, très important parce que nul n'est besoin je le répète encore, d'accuser qui que ce soit, mais je dis, l'alerte est au rouge. L'alerte est au rouge et il faudrait qu'on fasse quelque chose, qu'on revienne à notre société d'antan, que les enfants prennent leurs responsabilités, que les parents prennent leurs responsabilités, que l'État prenne ses responsabilités, que la société prenne ses responsabilités et que les dirigeants religieux le fassent aussi. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'on soit à la traîne. Il faut unir tous ces idées, toute tout ce paquet pour pouvoir aller de l'avant. On ne saurait dire qu'il y a de l'oubli. C'est pas de l'oubli. Si c'était de l'oubli, il faudrait bien qu'on se réveille. Il faut faire place à l'action. Réveillons-nous les femmes. Réveillons-nous les femmes et portons plus haut nos désirs. Maître Daniel Le Premier. C'est la conjonction de ces différents facteurs. Oui. L'alcool, les stupéfiants, la jalousie, la cupidité, la séparation, entre autres. Mais les trois questions que vous avez posées tout à l'heure là se rejoignent. Parce que à Christelle, vous demandez est-ce que la famille aujourd'hui protège les victimes ou bien les agresseurs. Oui.
l'environnement culturel aujourd'hui qui... Et on vient d'avoir la réponse. Tout à fait. Le maître dit qu'il y a des familles où on préfère garder ça, tout à fait. Exposer, ce sera comme une honte. Absolument. On est là dans des familles qui privilégient la dimension du conservatisme culturel, c'est-à-dire que quand il y a un phénomène qui s'oppose à la acuité, on ne veut pas justement véhiculer ça au sein de la société. On préfère davantage tolérer de manière à pouvoir occulter cela. Or, en réalité, vous avez aujourd'hui, face à ce conservatisme-là, il y a les modernistes qui estiment que non, il ne faut pas seulement mettre ça sous le boisseau, parce qu'en réalité, si on contribue davantage, si on continue à mettre sous le boisseau ce type de phénomène, ça risque de créer également d'autres formes de violence dont les femmes pourront justement partir de cela. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un dialogue de culture qu'il faut davantage constater, parce que au conservatisme, il faut opposer aujourd'hui la modernité, parce que vous allez vous rendre compte que ceux qui participent davantage à la promotion du genre ne vont pas davantage accepter cela, parce qu'en réalité, il faut combattre justement ces différents arts qui évoluent dans notre société. Et lorsque vous parlez également de l'impunité qui favorise les agresseurs ou bien les meurtriers, on est justement dans un contexte où il faut véritablement que la justice communique systématiquement sur ces cas d'auteurs de violence, d'auteurs d'assassinats ou bien de meurtres qui ont été coupables justement d'un ensemble de peines d'emprisonnement, de manière que la société sache qu'il y a quand même quelque chose qui est fait, de manière à pouvoir justement interpeller la population. Si aujourd'hui on se limite davantage, et la question que vous avez posée à Fatima par rapport à la mobilisation durable, on se rend davantage compte que oui, on se limite à des effets d'annonce, alors qu'en réalité, après ces effets d'annonce-là, on retombe dans l'oubli, et lorsque le phénomène va ressurgir, on reprend encore avec ces émotions-là, avec la même théâtralisation, sans qu'il y ait des actions concrètes qui puissent justement être publiées à l'opinion publique pour savoir véritablement ce qui a été fait en termes d'actions concrètes. Merci mesdames d'être venues. On ne peut pas. Non, ça te concerne pas. C'est la question, la place que la femme occupera si vous êtes élu au mois d'octobre prochain. Non, nous avons prévu qu'il faut déstresser la femme. Une société ne peut pas vivre normalement ou prospérer si la femme est stressée. Vous savez, c'est la femme qui porte le développement d'un pays. Qu'est-ce que nous avons pensé? Nous avons pensé déstresser la femme. Et déstresser la femme, par exemple, je prends quelques éléments, là, il y en a plusieurs. Nous allons, par exemple, légaliser la polyandrie. Non, ça te concerne pas. Nous allons légaliser la polyandrie comment? J'ai pris, par exemple, le cas d'une femme qui est en procédure de divorce. Vous voyez? Elle arrive au boulot, elle n'a pas la tête à travailler. Son mari lui a dit, je ne t'accorderai pas de divorce. Vous voyez? 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle est obligée peut-être, elle est bloquée. Elle est obligée peut-être même d'avoir un amant. D'avoir un amant. Avec qui elle va dans la nuit, il ne faut pas qu'on la voie parce que tout le monde sait que c'est amoral. Et puis le code pénal sanctionne aussi l'adultère. Et durement, c'est-à-dire qu'on peut faire la prison. L'homme comme la femme. Donc vous voyez, donc elle est en séparation de corps, mais elle a des besoins physiques et corporels. Est-ce qu'on va donc accepter que cette femme s'expose par exemple aux maladies? Parce qu'elle va aller avec tel homme, elle va aller avec tel homme en cachette. Est-ce qu'il faut protéger non seulement elle-même, il faut protéger ses enfants, parce que si elle est malade, ses enfants auront du mal à suivre. Vous voyez? Si elle est malade, elle va contaminer le monsieur, c'est-à-dire son partenaire, dans l'obscurité, et qui va contaminer un autre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la procédure de divorce dure, elle aura la possibilité, puisque son mari ne veut pas lui donner le divorce, par exemple, de demander qu'on puisse muter la monogamie, le régime monogamique, en polyandrie, c'est-à-dire lui l'autoriser à contracter une union libre. Je peux prendre un autre cas. Si je peux prendre un autre cas, monsieur Jean-Jacques Zé, vous avez vu par exemple dans la partie septentrionale. Parce que la mesure que nous prenons, c'est aussi pour éviter beaucoup de choses. Hein. Par exemple, les histoires de LGBT, homosexualité et tout ça. Prenons par exemple, moi j'ai fait le Grand Nord. Un monsieur, l'islam dit qu'il peut prendre 4 femmes. Vous voyez? Mais à condition qu'il les entretienne, l'entretien soit au même niveau pour les femmes. C'est-à-dire que ce que la première femme a, que ce soit ce que la 4e femme a. Voiture, ainsi de suite. Alors vous voyez, le monsieur par exemple est âgé. Il prend une épouse, il a 80 ans, il a une épouse, je sais pas moi, de 20 années. Non, il y a des cas que nous vivons. Il y a des cas que nous vivons. Alors vous voyez, une jeune dame comme ça, le monsieur peut-être n'est plus fonctionnel. Comment elle fait? Comment elle fait? Elle a accepté. Dans la région, non, elle n'a pas accepté. Nous sommes des politiques, nous devons régler ce genre de problème. Oui. Alors, dans la région de l'extrême nord, par exemple, les grandes régions du nord, les régions islamiques, vous allez voir que le lesbianisme, ce qu'on appelle le lesbianisme, c'est-à-dire la femme qui va avec la femme, ça coule les rues dans les harems. C'est-à-dire les femmes étant tellement surveillées. Les femmes étant tellement surveillées, puisqu'elles ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent pas voir des hommes, elles vivent toujours recluses. Alors, elles sont obligées de se mettre entre elles. Et parfois, quand le vieux monsieur, il décède, et qu'elles sont donc libres désormais, elles sont déjà habituées au lesbianisme et on a ce qu'on appelle l'homosexualité au sens féminin, ainsi de suite. Alors nous réglons le problème. C'est-à-dire que cette femme-là qui sent que son mari ne peut plus fonctionner, c'est-à-dire physiquement, elle peut saisir le juge, soit de commun accord avec le mari, qui sent qu'il ne peut plus, soit alors tout simplement, si le monsieur bloque, voit le juge qui peut l'autoriser, lui peut lui accorder une polyandrie, c'est-à-dire un partenaire qui est connu.
et qui justement peut la satisfaire sur le plan physique. C'est ça notre logique aujourd'hui. Parce que cela évite beaucoup de choses, monsieur Jean-Jacques Zé. Pour contrer les réformes d'en haut, c'est la stratégie du parti Jouvence face à la nouvelle architecture institutionnelle au Cameroun et son poste de vice-président contesté par l'opposition. Et lors d'un rassemblement à Douala, la formation politique a réaffirmé sa détermination à bousculer le paysage politique aux prochaines élections avec l'installation des comités d'arrondissement pour remobiliser les électeurs découragés. Les détails avec Jérès Yopa et Kevin Thiogo. 6 mois après la révision constitutionnelle modifiant l'architecture institutionnelle et les règles de succession à la tête de l'État, le poste de vice-président, institué par la loi promulguée le 14 avril 2026 par le chef de l'État, continue de faire débat dans le landerneau politique camerounais. C'est le cas du parti Jouvence, dont le président, le docteur Valé Bissala, y voit une manœuvre orchestrée pour assurer la conservation du pouvoir. Vous devez prier pour qu'il soit toujours là, du moins, au moins voir toujours la main jusqu'en février. Vous devez prier pour une simple raison. Nous autres, on ne veut pas de cette affaire de vice-président. Si le président ferme les yeux, ils vont nommer un vice-président. Qu'il soit froid déjà, ils vont nous sortir un décret comme ils ont l'habitude de le sortir. Et on sera obligé de l'accepter ainsi, le peuple dort. La personne qui a eu l'élection le 12 octobre 2025 a eu cette élection-là, a été votée par la partie du Cameroun qui a bien voulu le voter pour grandeur et espérance. Et non pas pour changer la constitution, encore moins pour instaurer un poste de vice-président. Donc nous ne voulons pas de ce poste-là et nous ne le connaissons pas. Face à ces militants au quartier Leur Pomme dans la ville de Douala, le guide du parti Jouvence mobilise l'urgence, remporter le plus grand nombre de sièges lors des prochaines élections législatives et municipales afin d'impulser le changement par la base. Il reste quelques jours qu'ils se ruent justement vers les postes électoraux pour s'inscrire sur les listes électorales, retirer leur carte le moment venu et s'insérer dans les partis politiques afin de participer aux jeux politiques. C'est ce que nous leur demandons. Pour ceux qui sont déjà inscrits, qu'ils soient prêts déjà pour le combat politique qui s'en vient. Parce qu'effectivement, c'est là que tout se jouera sur le terrain. Sur le terrain, la mobilisation se heurte à de multiples écueils. Découragement des électeurs, frustration et intimidation de la part des adversaires politiques. Quand on veut demander par exemple l'autorisation, ce n'est pas évident. Et aussi au niveau de la mobilisation de la jeunesse qui sont découragés. Et la peur aussi, la peur de se lancer en politique avec les rouages que nous connaissons. Donc je pense que ce sont les seules difficultés. Mais nous allons trouver des moyens de pallier à cela. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il faut que les Camerounais, tous entiers, réalisent que l'amélioration des conditions de vie des populations commence par les actions locales. J'ai l'impression, quand j'échange avec les Camerounais dans leur grande majorité, que les gens ne prennent pas la pleine mesure de ce que représente une élection locale. Je vais leur dire que si on veut tous que les choses s'améliorent au Cameroun, il faut que nous commencions par choisir comme maire, comme député, des gens qui ont le Cameroun au cœur, des gens qui veulent vraiment impacter. Pour assurer un meilleur maillage territorial, les comités d'arrondissement de Douala 3 et 4 ont été officiellement installés au cours de cette rencontre. Le combat que nous menons aujourd'hui est le combat de l'avenir.